Nous sommes un pays occidental, développé, pour lequel la vie de chaque individu est fondamentale. Ça l'est à la fois dans l'éthique juive et ça l'est aussi parce qu'on est un pays démocratique développé où chaque vie est importante. Et on n'est pas là dans le même système de valeurs. Que les familles des victimes disent c'est plus Netanyahou, Sinwar, ça n'a absolument aucune importance dans le débat. Sinwar et le Hamas et la barbarie du Hamas comprennent bien qu'on est un pays développé, démocratique, pour qui la vie a une valeur suprême. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec David Ben Ishai. David, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Président, fondateur des démocrates mobilisés. Vous êtes toujours mobilisé, effectivement, on peut le dire, depuis de nombreuses semaines, depuis maintenant près de 6 mois, pour réclamer la libération des otages. On parle de milliers de manifestants, peut-être au total d'une trentaine de milliers de manifestants dans les différents points où il y a eu des manifestations. Je voudrais avec vous faire mieux comprendre. Il y a chaque semaine une manifestation en faveur de la libération des otages sur la place qui s'appelle désormais la place des otages. Il y a des milliers de personnes, il y a des témoignages, mais il y a aussi une manifestation qui est parallèle, qui est consécutive à cette manifestation sur le boulevard Kaplan et qui, elle, est beaucoup plus politisée. C'est ce qui se passe à Tel Aviv en général, chaque samedi soir. Alors, je dirais qu'elles se recouvrent partiellement, ces deux manifestations, puisque il y a un respect entre la place des otages où il y a des familles qui n'ont pas toutes les mêmes positions, qui sont évidemment toutes orientées vers vers un seul et même objectif, arriver le plus vite possible à la libération des otages. Elles n'ont pas toutes, dans leur vision des choses, si ce n'est l'objectif de faire revenir leurs proches à la maison, elles n'ont pas toutes le même positionnement vis-à-vis du gouvernement. C'est ce qui explique que vous avez deux points différents. La manifestation de Kaplan qui prend de l'ampleur depuis quelques semaines maintenant, c'est de dire, de faire le constat qu'il y a un échec et qu'il faut changer de leadership et d'appeler à des élections le plus vite possible. On n'est pas très originaux puisque ça a été fait par le président du Sénat américain il y a quelques jours, de dire ça suffit, maintenant Netanyahou n'est plus en train de défendre les intérêts des otages, des soldats de la nation, mais de jouer avec sa coalition et de maintenir une situation où il semblerait qu'il y aurait la possibilité d'avoir une avancée sérieuse et on ne l'a pas. Alors bon, ce sont les déclarations de Jack Schumer, qui est pas le président du Sénat, mais qui est le président du groupe majoritaire au Sénat, du groupe démocrate majoritaire au Sénat. Oui, exact. Oui, alors, je voudrais savoir, parce que vous l'avez dit, les familles des otages sont pas toutes ensemble dans la même perspective concernant ce qu'il faut faire pour libérer les otages. Et là, je vous pose une question parce que c'est une information de ce matin. On voit Bezalel Smotrich, qui est certainement pas votre tasse de thé en matière politique, qui dit ce n'est que en poursuivant les pressions que l'on parviendra à obtenir des résultats, et qu'aujourd'hui, concrètement, le Hamas ne veut peut-être pas d'un accord, et ce n'est même pas Smotrich seulement qui le dit. La plupart des observateurs considèrent que Yahya Sinwar, de manière froide, cruelle, machiavélique, eh bien dit, c'est pas le moment de faire je considère que c'est pas le moment de conclure un accord sur la libération des otages, parce que ce n'est pas dans mon intérêt, dans l'intérêt de son propre intérêt ou l'intérêt du Hamas. Face à ça, qu'est-ce que l'on peut faire ? Même si on est solidaire et on partage la douleur des otages, qu'est-ce que l'on peut faire ? Non, j'entends et de toute façon, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de formule magique qui ferait que évidemment, et ça n'a échappé à personne, et quelle que soit la position politique dans laquelle on est, ça n'échappe à personne que Sinwar a intérêt à tirer les négociations jusque dans le Ramadan, on y est rentré, de manière à voir dans quelle mesure cette situation-là est potentiellement capable de faire sauter ou de faire d'autres verrous de confrontation en Cisjordanie notamment. Donc, je suis d'accord avec vous que dans ces conditions, il traîne des pieds et ne cherche pas nécessairement à ce qui est des avancées, ou du moins vient avec un certain nombre de conditions qui ne sont pas acceptables pour Israël.
encore que ça se discute. Mais d'un autre côté, et c'est là où on est dans une situation de dilemme cornélien, c'est-à-dire que d'un autre côté, nos avancées et le fait de pouvoir mener des opérations à Rafia, c'est-à-dire de sortir de Khan Younes de sortir après Khan Younes, de continuer sur Rafia, ça pose la question de plus d'1,5 million de réfugiés qui s'entassent et qui rendent quasi impossible des opérations militaires. Donc, et les Américains qui font pression sur Israël en disant, écoutez, maintenant, tout ça, c'est très... Ah mince. On vous a perdu, David, on a perdu le son. Mais de grâce, qu'il y ait un couloir humanitaire, il faut qu'il y ait des aides humanitaires. Et on est dans une situation, et je pense que c'est là tout le machiavélisme de Sinoir. On est dans une situation extrêmement compliquée dans laquelle, d'une part, on est en train de perdre notre crédit qui était lié à l'empathie générale qui s'était créée autour des actes barbares qu'a commis le Hamas le 7 octobre, et le fait que s'accumule maintenant un nombre de pertes civiles qui font que le monde nous pointe du doigt de plus en plus. Donc on est vraiment coincé, et on peut dire que effectivement le Hamas a plus les cartes en main que nous les avons. Alors évidemment, militairement, on peut avancer, on peut gagner encore ici ou là, mais dans l'ensemble, on va être amené malheureusement à baisser le niveau de nos exigences en matière de négociation. Et finalement, est-ce que ce n'est pas le résultat, justement, peut-être d'une campagne qui a été de la part de l'état-major des familles des otages, en général, on va dire de la majorité des familles des otages, d'une campagne qui a donné le sentiment peut-être que on chargeait plus Binyamin Netanyahou que Yahya Sinwar, c'est-à-dire qu'on le rendait plus responsable de la situation que ne l'est Sinwar objectivement. Oui, enfin, alors moi il y a deux choses, Daniel. Il y a deux niveaux. Premièrement, vous connaissez ma position. Oui, Netanyahou est 100% coupable, pas juste responsable, coupable de la façon de ce qui s'est passé. L'attaque est celle de Sinwar. La baisse de garde généralisée, le refus d'écouter les alertes qui ont été faites à de nombreuses reprises pendant l'année qui est passée, et c'est sa responsabilité. Et pour l'instant, il n'a pas eu le courage de dire à son peuple, à son pays, je prends mes responsabilités. Maintenant, la seconde chose, il faut bien comprendre, je pense que le Hamas, Sinwar et le Hamas ne sont pas des enfants de cœur, ils ne pensent pas, ils ne jaugent pas l'État en fonction de l'attitude des groupes, des familles. Nous sommes un pays occidental, développé, pour lequel la vie de chaque individu est fondamentale. Ça l'est à la fois dans l'éthique juive, et ça l'est aussi parce qu'on est un pays démocratique développé, où chaque vie est importante. Et on n'est pas là dans le même système de valeurs. Alors, donc, de manière que les familles des victimes disent c'est plus Netanyahou ou Sinwar, ça n'a absolument aucune importance dans le débat. Le Sinwar et le Hamas et la barbarie du Hamas comprennent bien qu'on est un pays développé, démocratique, pour qui la vie a une valeur suprême. Et ils en profitent. Et c'est pas le cas de l'autre côté. Donc, de toute manière, quoi que vous fassiez, ils savent très bien que le levier de pression sur nous, c'est la vie de nos chères personnes, de nos chers otages. Et ils en profitent alors? Bien sûr, évidemment. De toutes les manières, à partir du moment où vous avez un ennemi qui a une considération pour la vie qui est si basse, qui est nihiliste, qui est prêt à utiliser les populations comme bouclier humain, vous comprenez bien qu'on n'est pas dans le même registre de valeurs pour faire la guerre. On est dans d'autres. Alors donc, on part en position d'infériorité depuis le départ dans cette affaire. Évidemment. Mais Daniel, ça a toujours été l'histoire. C'est toute l'histoire qui revient sur elle-même. L'effondrement des civilisations. Mais justement, aux attaques alors, barbares. Mais justement, le 7 octobre. Et les civilisations évoluées qui sont attaquées par des groupes qui eux, sont dans des relations de conflit et de guerre. Alors, je ne dis pas d'être barbare comme le Hamas, bien entendu, mais je dis, finalement, le 7 octobre ne nous a pas appris que
il fallait justement faire montre de force, de force même à outrance par rapport à des organisations machiavéliques comme le Hamas pour essayer pour permettre que l'on puisse vivre tranquillement, pour que les habitants du pourtour de la bande de Gaza puissent revenir, parce que sinon, finalement, si on est toujours en position d'infériorité, il y aura des 7 octobre à nouveau, Chas v'Shalom, comme on dit. Alors, c'est là peut-être où on diverge dans les analyses. Je crois que la force n'est pas nécessairement, vous savez, on dit à l'armée, ce qui rentre pas avec la force rentre avec plus de force. Oui. Je ne crois pas que la force, ce soit nécessairement celle qui est sur le registre de la force qui est en face. C'est pas nécessairement la force militaire, la force de combat, la force de tir qui fait notre force. Mais je vais vous donner un exemple. Ce qui fait notre force, c'est que un exemple très concret, si vous décidez de faire une attaque massive sur Gaza, ce qui est légitime, vous ne voulez pas aller envoyer à la mort la moitié de vos soldats, et donc la stratégie militaire va être de prévenir les populations et de bombarder toutes les infrastructures, ce qui a été fait dans le nord de Gaza. Ça, c'est normal. Mais si dans le jour d'après, vous ne commencez pas à négocier en sous-main avec les Saoudiens, avec les Américains, de manière à ce qu'il y ait un couloir humanitaire, de manière à ce qu'il y ait des infrastructures internationales qui accueillent le jour d'après. Si vous ne pensez pas ça, donc vous tirez une balle. C'est-à-dire que d'une certaine manière, votre force à vous, c'est une force politique, c'est une force diplomatique, c'est une force de vos relations avec les pays. Or là, on n'y est pas. Et qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où vous vous retrouvez dans une crise humanitaire, ce qui est en train de se passer, il reprend la main, finalement, c'est le Hamas. Donc vous comprenez bien que la question de la force n'est pas une question de la force militaire. Quand vous avez un Hamas qui est dans des tunnels, dans une souricière, avec une population civile qui sert de bouclier, votre force à vous, votre capacité d'anticipation, c'est votre capacité d'agir sur tous les registres, qu'ils soient politiques, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient internationaux. Et là, en l'occurrence, on a le sentiment, et c'était le discours de cet officier tankiste, oui. On a le sentiment que la seule et unique stratégie elle est en fait tactique, c'est de la tactique militaire, c'est de la force et encore de la force et encore de la force, sauf que la réalité, c'est qu'on n'est pas dans une guerre traditionnelle, comme c'est le cas par exemple entre l'Ukraine et la Russie. Vous n'avez pas deux armées conventionnelles qui s'affrontent, vous avez une guérilla, et vous avez nos soldats qui rentrent dans un endroit, et j'ai été à Gaza, je peux vous dire que c'est une souricière absolue, où vous êtes en danger en permanence. C'est pas le même type de conflit, et donc la palette des outils qui constituent votre force n'est pas la seule, n'est pas seulement sur le registre de la force de la puissance militaire. Et je pense que c'est là où la critique est la plus puissante à l'égard de Netanyahou et de son gouvernement, c'est de dire nous sommes un État de droit, un État politique, et donc nous avons à notre disposition une palette de solutions pour montrer notre force et être des meilleurs stratèges. Et en l'occurrence là, on attaque et on attaque et on attaque, et pour l'instant, ça ne donne pas les résultats. Alors on avance, oui, mais on détruit des infrastructures du Hamas, mais au bout du compte, on doit libérer nos otages et on doit stabiliser la situation humanitaire à Gaza. Une dernière question, il nous reste une minute, David. Finalement, vous dites, vous appelez à Kaplan à la démission du gouvernement israélien. Dans le contexte actuel, 3 mois d'élection, la formation d'un gouvernement, ça va mettre le pays dans une situation extrêmement complexe. Qui va décider de quelle décision lorsque le gouvernement sera plus de manière officielle en charge? Non, premièrement, tout ça est un processus, donc évidemment, on appelle maintenant à des élections. On sait pertinemment qu'il va y avoir un moment clé où on devra passer à l'étape d'après que l'étape de la guerre, mais on a aussi fort le sentiment, et c'est ça cette pression, on a fort le sentiment qu'il y a une forme de maintien artificiel à bas bruit du conflit, style on s'embourbe comme au Liban, on s'embourbe comme au Vietnam, on s'embourbe, et les gens sont foudrage après ça. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est en train de s'embourber avec le risque supplémentaire de voir un front au nord s'ouvrir où on ne sait pas très bien qui veut escalader qui. On ne sait pas très bien si le Hezbollah veut l'escalade et si l'Iran veut l'escalade ou si c'est nous qui la voulons. Mais quoi qu'il en soit, on a le sentiment que la guerre sert de paravent à des intentionnalités politiques qui ne servent pas ni les intérêts des otages, ni les intérêts de nos soldats. Et les gens disent maintenant ça suffit. Si vous n'êtes pas capable de faire le boulot, alors c'est une autre équipe qui va diriger le pays et qui fera le travail.
Eh bien, David, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir clarifié certains points importants. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et bonne Shavuot Tov. À bientôt. Shavuot Tov, bonne journée.